Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence qui portera sur la discrimination systémique et les droits des personnes migrantes en France et au Québec au regard de la migration haïtienne pour la période allant de 2010 à 2020. Elle s'inscrit, cette conférence, dans le cadre des midi-conférences des jeunes chercheurs du CRDP, Centre de recherche en droit public, et sera animée par Maître Antonal Martimet. Antonal Mortimer est candidat au doctorat en co-tutelle et en double diplomation en droit et en sciences politiques à l'Université de Montréal et à Nantes Université. La présente conférence durera 1 heure de temps, incluant la communication du conférencier et la période des questions. Je suis Olafemi Rodrigo Loulé, coordonnateur des cycles Midi-Conférence des jeunes chercheurs du CRDP. Maître Antonal Mortimer, vous pouvez commencer. Pourquoi j'ai travaillé sur cette thématique-là? C'est parce que justement, je voulais relever les dispositions législatives et administratives existantes en France et au Québec pour combattre les cas de discrimination, y compris les cas de discrimination systémique. Et puis devant, je viendrai avec certaines définitions dont les personnes migrantes auraient l'objet ou sont l'objet sur le territoire français et sur le territoire québécois. Je voulais également analyser les déports migratoires du sud vers le nord au regard du droit au logement, du droit à la santé et du droit à l'emploi. Et ces trois thématiques sont particulièrement intéressantes pour les personnes migrantes, car par définition, une personne migrante, c'est quelqu'un qui cherche du travail. Et pour trouver du travail, il faut avoir un logement, il faut être en bonne santé. Et en troisième lieu, je voulais relever les dispositions, en plus des dispositions nationales dans les deux pays, je voulais également relever les dispositions du droit international protégeant les personnes migrantes en France et au Québec, les personnes migrantes en général, mais d'une manière particulière, les personnes migrantes en provenance d'Haïti. Rapidement, je vais commencer avec les petits slides que je vous ai préparés. D'une manière globale, si vous voulez voir le contexte de la migration haïtienne, vous devez savoir, dans un pays qui contient environ 12 millions d'habitants, il y a plus de 4 millions qui vivent à l'étranger, soit près de 33% de la population haïtienne vivant à l'étranger. Et les causes de la migration haïtienne, c'est surtout les crises politiques un peu récurrentes, les problèmes économiques, qui poussent à l'émigration, et ceci depuis les années 60. Les principales destinations des Haïtiens et des Haïtiennes sont les États-Unis, le Canada, la France, les pays de la Caraïbe qui accueillent une grande majorité des migrants haïtiens, et dont la République dominicaine avec qui nous partageons plus de 400 kilomètres de frontières. Si vous voyez là du côté droit, je présente un tableau où les Haïtiens sont un peu plus nombreux, les États-Unis, le Canada, le Mexique, et qui aussi qui a frontière avec l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Mais en Amérique centrale, il y a certains Haïtiens au Panama, au Brésil et au Chili, surtout après 2010, où il y a vraiment les Haïtiens ont fait cette région, le Brésil et le Chili, comme une destination, l'une des destinations principales. En termes d'historicité de la migration haïtienne vers la France, l'émigration haïtienne vers la France et le Québec, on doit remonter depuis 1930, où les premières vagues de la migration haïtienne ont débuté au Québec, et les mêmes qu'en France. Et euh, les historiens, les sociologues qui étudient les questions migratoires d'Haïti, ils, ils ont fait remarquer que le Québec, c'est une destination privilégiée. Non seulement ça prend 4 heures de temps en avion pour arriver au Québec, de Port-au-Prince à Québec, mais on a les Français en partage ou bien la culture française en partage. Et comme on partage la francophonie, donc les Haïtiens ont tendance à croire qu'ils auraient plus de possibilités d'intégrer cette communauté que les communautés anglophones ou hispanophones. Même quand, dans la réalité,
après 2010, on avait estimé que les Haïtiens ont beaucoup intégré d'autres communautés hispanophones comme le Chili et le Brésil, comme je venais de dire. Et les vagues d'immigration ont été intensifiées en France et au Québec vers les années 60 parce qu'il y avait, au début de l'année 60, il y avait une dictature féroce qu'on s'appelle la dictature des Duvalier. Alors on dit des Duvalier parce qu'il y avait l'épée François Duvalier et ensuite Jean-Claude Duvalier. Et comme il y avait beaucoup de persécutions politiques, tous les Haïtiens et les Haïtiennes qui se sentaient pas en sécurité, et ils partent vers ces deux pays-là. Mais certaines fois, Bon, c'est, c'est pas une migration volontaire, mais c'est une migration poussée parce que les gens sont poussés à l'exil, parce qu'ils se font emprisonner, torturer, tout ça. Et à la suite du séisme de janvier 2010, les migrations haïtiennes vers l'Amérique du Nord ont été bon. intensifiées. Vous m'écoutez? Allô? Oui, oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Donc, en 2012, euh, le Canada devient le deuxième pays de l'Amérique du Nord où il y a plus d'Haïtiens. Donc, et la majorité de ces Haïtiens-là se trouvent au Québec, mais il y en a dans d'autres provinces. Quels sont les défis pour les personnes migrantes haïtiennes? Alors, je ne dis pas les migrants et les immigrants et les immigrantes. C'est pour trouver un concept plus inclusif. J'ai défini la personne migrante haïtienne ou bien les personnes migrantes haïtiennes. L'un des principaux défis confrontés par les Haïtiens qui ont migré au Québec et en France, c'est le racisme. Et il y a une persistance du racisme envers les minorités raciales d'une manière générale et ethnoculturelle d'une manière générale, tant en France qu'au Québec. Cela nous amène à parler de discrimination systémique qui constituent des barrières structurelles qui affectent l'intégration des Haïtiens au Québec, mais toutes les personnes migrantes qui ne pouvaient pas s'intégrer à cause de ces difficultés-là. Donc, cela nous amène à une violation des droits humains qui s'appelle le droit à l'égalité, qui est garanti par les droits internationaux des droits de l'homme. Donc, les migrants haïtiens, les migrants haïtiens et les migrantes haïtiennes ont trouvé que la question de discrimination systémique, c'est une barrière pour l'intégration. Maintenant, parlons de l'intégration, ce sont les difficultés liées aux politiques migratoires, mais aux pratiques sociales qui nous paraissent discriminatoires. Bon, tout à l'heure, je vais un peu détailler c'est quoi j'entends par les pratiques sociales discriminatoires. Quels sont, ou bien quel est les rapports entre les questions de migration, entre le droit, ou particulièrement le droit international? Bon, il y a une branche ou une fragmentation en droit international qui s'appelle le droit de l'homme ou le droit de la personne ou les droits humains. La première chose, quand une personne migrante n'est pas intégrée dans une communauté, donc son droit n'est pas respecté. Donc à ce moment-là, on parle de la violation du droit international. Et l'un des instruments internationaux qui protègent le droit à la non-discrimination est la Convention internationale contre le racisme et aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Canada et la France ont ratifié depuis plusieurs années et qui font partie intégrante de la législation. Il y a un autre problème, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la question de l'intégration. L'intégration est cruciale pour le respect des droits des personnes migrantes. Si on n'a pas intégré, on ne peut pas avoir accès aux services sociaux de base, prestations sociales, la question d'emploi, la question de logement, l'éducation pour les enfants, les activités de loisirs. Donc, une personne non intégrée dans une communauté
étrangère est une personne stigmatisée ou s'auto-stigmatisée certaines fois. Et les politiques migratoires, euh, généralement dans les pays de l'immigration, y compris la France lors de la Cinquième République et la province du Québec au Canada, et les politiques migratoires sont souvent développées non dans une logique de protection ou de respect des droits humains, mais surtout dans une logique économique et qui laisse du côté l'aspect humanitaire, généralement qui les migrants ou les personnes migrantes ont besoin pour que l'État d'accueil ou bien les États d'accueil prennent en compte. Parlons maintenant de la discrimination systémique. Euh, Généralement, on entend parler de la discrimination, mais on ne parle pas souvent de la discrimination systémique. Quelles sont ou quelle est la différence entre ces deux concepts? La discrimination tout court, euh, pour les gens qui vivent au Québec, on peut référer surtout à la Charte des droits et libertés, aux articles 10, aux articles 15, aux articles 5 et la Charte canadienne des droits de la personne, à l'article 5 aussi, qui prohibait certains actes qu'on qualifie de discrimination. Ça, c'est pour la discrimination tout court. Par contre, la discrimination systémique, et il y a une madame qui s'appelle Véronique de Ruider qui dit ce sont des pratiques qui, que la hiérarchie sociale, ce sont la hiérarchie sociale des inégalités qui s'articule autour de, de la hiérarchie ethniste, raciste et certaines fois même sexiste et sur le plan géographique. Donc, quand ces pratiques ou ces faits structurels sont liés au caractère discriminatoire, quand c'est cumulatif, on peut parler de racisme systémique. Donc, il y a un point de rencontre avec les questions de discrimination systémique ou structurelle. Et au Canada, la Cour suprême a déjà évoqué certains faits de discrimination systémique dans une affaire en 2011 où il y a une compagnie au Canada qui s'appelle Gaz Métropolitain et qui aurait violé certains droits des citoyens et des citoyennes et ces citoyens ont porté plainte par devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec. Et comme l'affaire n'a pas été réglée, on avait porté cette affaire devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a dit que la discrimination systémique est la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent des effets conjugués d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et des politiques et des pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractères de nombreux groupes visés par l'interdiction de la discrimination. Donc c'est comme ça la Cour suprême a tenté de définir cette question de discrimination systémique. Il y a le racisme, ça peut être racisme interpersonnel, ça peut être racisme structurel, institutionnel, individuel ou encore d'autres faits. Et la Cour suprême a dit aussi, c'est l'exclusion disproportionnée des préjugés et des politiques publiques inadaptées. Cela veut dire quand les autorités québécoises ont défini des politiques publiques qui ne prennent pas en compte toutes les populations minoritaires, que les minorités visibles, que les minorités invisibles, ou les personnes, les différences ethniques ou raciales. Donc, on pourrait être en face de la discrimination systémique. Comment prouver qu'il y ait discrimination systémique ou pas? Ah ben, c'est un peu difficile. Comme preuve, la preuve n'est pas toujours évidente pour prouver de la discrimination systémique et juridiquement, c'est pas toujours indispensable. Si on peut prouver ces pratiques différenciées, on fait du tort
à la personne ou au groupe de personnes en question qui ont été discriminées et cette discrimination a été structurelle ou est inclus dans le système. Comme reconnaissance juridique, les tribunaux reconnaissent des pratiques institutionnelles, même anodines, pourraient être qualifiées, pourraient qualifier comme discriminatoires. Et encore une fois, c'est une citation de la Cour suprême dans l'affaire gaz métropolitain et au Québec. En termes d'impact, l'accumulation des pratiques, certaines fois, elle apparaît neutre, mais peut conduire à une sorte de discrimination systémique. Et si je prends un exemple qui pourrait être commun à tous et à toutes, la question de la reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger et des compétences acquises à l'étranger. Donc, comme c'est une pratique généralement pratiquée au Québec, quand on arrive au Québec, même quand vous avez 15 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, mais les Québécois ne reconnaissent pas. Si vous demandez un emploi, on va demander qu'est-ce que vous avez comme diplôme québécois, comme diplôme canadien. Donc, en répétant cette pratique pendant plusieurs années, ça pourrait être devenu des cas de discrimination systémique. Parlons maintenant de l'immigration en France. On considère la France métropolitaine comme un territoire de l'immigration. En 2022, il y avait près de 7 millions de personnes qui vivent en France et sur une population de 68 millions d'habitants environ. Donc, on a plus de 8% qui sont des personnes migrantes. Et ce sont des statistiques des organisations gouvernementales françaises. Alors qu'au Canada, on a une population moins nombreuse de manière globale, mais on a plus de territoire et comme ça, on a aussi plus d'immigrants. En 2023, au 1er janvier ou bien au 31 décembre 2023, on, on dit qu'il y avait environ plus de 40 millions de personnes qui vivent au Canada et on a plus de 20% qui seraient des immigrants. Bon, je crois en 2024, on parle d'environ 23 ou bien 24%. Bon, je n'ai pas encore les dernières statistiques au Canada, mais j'ai consulté en 2023, on parlait déjà plus de 23% des personnes qui seraient des immigrants. Donc, quand on parle de la discrimination pour ces personnes-là, y compris la discrimination systémique, donc on est en train de parler plus de 6 millions de personnes qui auraient victime de la discrimination systémique. Alors, comme on parlait de la migration haïtienne, en exemple à la question de la discrimination et discrimination systémique au Québec et en France, et là, je vous apporte des chiffres. En France, jusqu'en 2021, on aurait plus de 80 000 personnes migrantes d'origine haïtienne. Alors qu'au Canada, pour la même période, on a 178 000 personnes. Bon, maintenant, je dirais plus de 178 000 personnes qui seraient des immigrants au Canada. Et la majorité de ces personnes-là se trouvent au Québec, soit 80% des Haïtiens qui voyagent au Canada s'installent au Québec, particulièrement dans les banlieues à Montréal. Là, j'aimerais insister sur certains défis spécifiques pour les personnes migrantes haïtiennes. Avant même de parler de la discrimination systémique, il y a d'autres formes de discrimination. Il y a d'autres problèmes ou d'autres pratiques différenciées. Sur le plan de la race, on a des barrières qui se sont basées sur la couleur de la peau, sur l'origine ethnique d'une manière générale, mais sur les relations sociales aussi, sur les sexes aussi.
Donc, il y a des différences. Parce que c'est vrai, on a les chartes québécoises et les chartes canadiennes, mais et, les lois existent, mais l'effectivité de la loi ou du droit en général, certaines fois, c'est une problématique que les sociologues du droit ont analysée pour dire, bon, c'est vrai, la loi dit ça, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Et dès qu'il y a des différences, des pratiques différenciées quelconques, on se trouve devant un autre problème qui s'appelle l'intégration économique. L'accès à l'emploi devient difficile, aux opportunités économiques deviennent aussi difficiles parce qu'une personne migrante, par définition, est quelqu'un qui voyage d'une manière temporaire ou d'une manière permanente à la recherche de l'emploi, à la recherche du mieux-être. Donc, si on a des difficultés pour trouver un emploi, on a des difficultés pour trouver d'autres opportunités économiques, donc on est en face des problèmes, et des grands défis qui paraissent structurels. Bon, les barrières linguistiques et culturelles. Donc, pour les Haïtiens, on parle de plus en plus moins de ces barrières linguistiques, vu qu'on a les Français en partage, mais certaines catégories haïtiennes n'ont pas maîtrisé totalement les Français. Donc, les Français, c'est la langue d'éducation, c'est la langue d'enseignement, c'est la langue de l'administration publique. Même quand on a beaucoup lutté pour que les deux, les créoles et les français deviennent des langues officielles, mais jusqu'à maintenant, euh, les Français parlent surtout considéré comme une langue de l'éducation. Donc, cela veut dire une personne qui n'a pas une formation universitaire qui arrive au Québec, elle pourrait avoir des barrières linguistiques. Mais d'une manière générale, pour les non-francophones et les non-anglophones qui arrivent au Canada et global, au Canada fédéral et au Québec, si on ne parle pas le français, on parle l'espagnol, on parle une autre langue de la communauté africaine ou de pays de l'Asie. Donc, vous aurez des problèmes d'intégration en raison des barrières linguistiques et culturelles. J'avais mentionné tout à l'heure la question des reconnaissances des qualifications. Bon, j'ai pas dit de la qualification, j'ai dit des qualifications. Une personne migrante, c'est pas toujours une personne qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de diplôme. D'ailleurs, il y a une étude en France qui ont démontré en 2020, les gens qui sont voyagés, qui sont immigrés en France, sont à 70% des gens qui ont des diplômes universitaires. Et les femmes ont été plus nombreuses. Et je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Germaine, François Germaine, qui avait écrit un livre suite à une recherche qu'il a fait en Belgique et en France métropolitaine. Donc, la question de reconnaissance des diplômes, c'est une question, c'est un obstacle dans la reconnaissance des diplômes et d'expérience, parce qu'il n'y a pas que les diplômes, il y a aussi les expériences acquises à l'extérieur du Canada ou du Québec. Donc, voilà, donc ça, pour nous, ça constitue des grands défis. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner ou pour combattre ces difficultés? Alors, dans mes recherches doctorales, j'ai beaucoup réfléchi si je devrais proposer quelque chose, mais comme je suis au milieu ou bien à moitié de temps, ou bien je suis en pleine activité de recherche en France et au Québec, j'ai envie d'avancer avec ces trois propositions. Pour moi, il faut qu'il y ait des programmes éducatifs qui soient plus inclusifs, des soutiens linguistiques pour les personnes nouvellement arrivées au Québec. Bon, certains membres du gouvernement allaient me dire qu'il y a déjà, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut intensifier les peu qu'on a et dans certains endroits où on n'a pas, il faut les renforcer.
Il faut de la formation professionnelle. Si on n'a pas reconnu les diplômes acquis à l'étranger, donc les gens qui viennent ici, ils devraient bénéficier d'une formation professionnelle, et tant en France qu'au Québec, parce que c'est pas, je vais insister là pour les questions de reconnaissance au Québec, mais c'est aussi un problème en France. Et même les gens qui sont formés en France ont des difficultés de trouver un emploi, même avec les diplômes acquis dans les universités françaises. Une deuxième proposition serait les soutiens communautaires. Donc, si on voulait intégrer les personnes nouvellement arrivées au Québec, en particulier les personnes migrantes, il faut créer des réseaux de soutien, il faut que les associations s'entraident, sont vraiment, s'en mêlent de l'affaire. Il faut que, pour que la personne puisse intégrer, il faut qu'il y ait une communauté ou même des communautés en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs priorités pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils conversent, pour qu'ils même comprennent la culture québécoise ou la culture française. Autrement, on n'aura pas l'intégration. Et comme on n'aura pas l'intégration, on pourrait en face des violations systématiques des droits humains, dont la discrimination systémique, et on pourrait tomber dans les renforcements des inégalités, des disparités économiques par rapport aux enfants descendants des migrants, et où en France, on a pu remarquer un décrochage accéléré des enfants descendants des migrants, ou bien des fils et des filles des personnes migrantes sont en majorité en situation de décrochage scolaire. Bon, je n'ai pas encore trop avancé sur le terrain dans le cadre de mes recherches au Québec. Je ne sais pas si c'est aussi flagrant, mais j'ai pu remarquer que c'est une question flagrante et c'est pour cela que les soutiens communautaires pourraient être importants. Et au niveau du gouvernement, on devrait définir des politiques publiques plus inclusive, le gouvernement devrait s'efforcer pour lutter contre la discrimination systémique. Tout ce qui est institutionnel, quand on va dans une institution au Québec pour dire, bon, ça, c'est un programme réservé aux Québécois, donc il faut qu'il y ait une réflexion très profonde sur cet aspect-là si on veut respecter les droits qui sont énoncés dans la Charte québécoise des droits et libertés et également la Charte canadienne. Il me paraît que les fils. Euh, Quelles sont les perspectives? Eh bien, pour moi, une perspective d'accroître les sensibilisations pour avoir une prise de conscience sur la discrimination systémique. Comme la question de discrimination systémique, ce n'est pas quelque chose aussi visible, ce ne sont pas les cas de discrimination directe, donc les gens n'ont pas toujours conscience là-dessus. Donc, il faut avoir des sensibilisations dans les écoles, dans les espaces de loisirs, dans les transports en commun, contre les questions de la discrimination systémique, y compris dans les institutions de services publics. Une troisième perspective serait des réformes légales. Il faut renforcer les lois antidiscriminatoires et veiller à leurs applications. Donc, les lois peuvent exister, mais si ce n'est pas effectif, parce que Jacques Comer a écrit un livre, À quoi nous sert le droit? Et quand il y a ces inégalités, quand il y a des abus et les gens ne trouvent pas justice, est-ce que les droits pourraient ou bien peuvent servir à quelque chose? Donc, en plus des réformes, il faut que les lois en matière de lutte contre la discrimination et la discrimination systémique soient applicables, soient appliquées et applicables. Et troisièmement, il faut développer des programmes d'insertion professionnelle ciblés. Euh, pour non seulement les personnes migrantes, mais aussi toutes les communautés, ce qu'on appelle les minorités au Québec. Donc, il faut qu'il y ait des programmes professionnels et j'allais même dire socio-professionnels pour pouvoir parler d'une intégration économique pour éviter trop de traitements différenciés dans l'intégration des personnes étrangères et des personnes migrantes au Québec. Alors là, j'ai fait une petite différence. Les personnes migrantes et les personnes étrangères. Une personne pourrait être au Canada étrangère, mais il n'est pas
un migrant. Il pourrait être un touriste, il pourrait être un homme d'affaires, un diplomate, oui, une diplomate, alors que les personnes migrantes viennent à destination et sa raison principale, c'est pour travailler, pour trouver de l'argent, pour s'occuper de la famille, laisser là-bas quand il vient en France, quand il vient au Canada, au Québec en particulier. Et je propose aussi un dialogue interculturel pour promouvoir les échanges entre les communautés migrantes et les populations sédentaires. Bon, je dis la population, mais ça pourrait être les populations sédentaires afin qu'on puisse se comprendre et ça pourrait éviter les préjugés. Rapidement, si je peux conclure, à mon avis, et la question de discrimination systémique reste un obstacle majeur pour les personnes migrantes, tant en France qu'au Québec, particulièrement, bon, au Québec, mais j'ai envie de dire le Canada, mais particulièrement au Québec, dont les personnes migrantes en provenance d'Haïti en sont victimes. Donc, c'est une conclusion préliminaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, des progrès devraient être, ou bien des efforts devraient être continus, des efforts requis pour l'intégration des personnes et pour l'égalité des chances. Donc là, sur le plan socio-juridique, je parle de l'égalité des chances, mais sur le plan du droit, j'ai envie de dire, c'est le respect du droit à l'égalité et à la non-discrimination garanti par le droit international. Et là, je vous cite trois instruments. C'est la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination, bon, pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et qui est une convention, je crois, c'est la plus ancienne convention des Nations Unies qui a été ratifiée tant par les Français que par les Canadiens, dont le Québec indépend. Donc, c'est un instrument important dans la lutte contre la discrimination et contre la discrimination systémique. Un autre document, c'est la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On appelle ça CDF. C'est un document qui a été adopté en 1979. Le Canada et la France sont des États qui sont adhérés à cet instrument. Et je mentionnerai un troisième, c'est la Convention internationale pour la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de la famille. Et cette dernière n'a pas encore ratifiée par le Canada, donc les juristes québécois ou bien les juristes au Québec ne peuvent pas évoquer cet instrument devant les tribunaux. Cependant, il a quand même une force morale vu que c'est un document des Nations Unies, c'est un instrument international. Or, le Canada est membre à part entière des Nations Unies. Et de plus, il y a le pacte mondial pour les migrations régulières et ordonnées, donc qui pourrait être fait l'affaire si toutefois on veut lutter contre ces défis relatifs à la discrimination systémique pour les personnes migrantes. Un autre constat qui est là, je m'adresse aux scientifiques, aux chercheurs et à toute la société. La question de la lutte contre la discrimination, c'est une responsabilité collective. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses ou il y a des dispositions que l'État ou les autorités doivent prendre coûte que coûte, soit sur le plan administratif ou sur le plan législatif, mais c'est une question d'abord collective. Donc, je vous invite à y réfléchir. Comment vous pourriez et vous pouvez apporter votre petite contribution dans la lutte contre la discrimination systémique qui nécessite l'engagement de toute la société. Sur ce, je vous remercie.